Une année particulière à l'école. Ouais. Tu vas faire un discours? Je vais faire un discours là maintenant? Non. Parce que t'as... Non, j'ai un micro parce que, tu sais, c'est ma dernière année cette année. Bon, c'est la dernière là? Oui, la dernière entrée, ouais. Est-ce que vous avez l'heure, les enfants, s'il vous plaît? Oui. 8h48. D'accord. Bon, je vais y aller, moi. Bonne rentrée, bonne C'est parti. quatrième rentrée. Bah oui, c'est parti. Ça va, pas trop émouvant? Un peu. Je vais sonner? Oui, c'est bon. Dire, ouais, parfait. Dans ce podcast, nous suivons la dernière année avant la retraite du directeur de l'école La Source, une école nouvelle, privée et sous contrat d'association avec l'État. Ce directeur, c'est Yves Herbel. Il a accepté de nous raconter cette dernière année particulière, mais aussi toutes les autres et sa vision du métier d'enseignant et de directeur. Épisode 5, les photos. Comment raconter le temps qui passe? Comment se souvenir des belles choses, des instants particuliers, des moments forts? Pour cet épisode, nous avons demandé à Yves de retrouver et sélectionner quelques photos qui l'ont marqué, des photos prises au fil des ans, qui racontent la source, sa source. Bonjour Yves. Bonjour. Alors je précise qu'Alexandra n'est pas avec nous aujourd'hui, absence justifiée et excusée. Je vais donc avec votre aide décrire ces photos et vous allez nous dire ce qu'elles racontent, ce qu'elles évoquent et pourquoi vous les avez choisies. La première, c'est une photo en noir et blanc. Vous êtes tout jeune, vous êtes en short et vous êtes avec un monsieur qui a une 30 ou 40 ans de plus que vous à cette époque-là. Qui est-il et qu'est-ce que signifie cette photo? Alors c'est vraiment la photo du début, du point de départ de ma carrière d'enseignant. C'est une histoire un peu étonnante pour moi, c'est-à-dire que cette personne qui est là à côté de moi, c'est Fernand Houry, qui était à l'époque un peu pour moi ma star, quoi, mon idole en pédagogie. Quand j'avais 18-19 ans, oui, j'avais eu, je sais pas pourquoi, mais j'avais un peu cet intérêt pour la pédagogie. Et puis il y a quelques auteurs comme ça qui m'ont particulièrement marqué. Il y en avait deux, Fernand Houry et Fernand Deligny, à tel point même que je pensais qu'il fallait s'appeler Fernand pour être un grand pédagogue. Voilà. Alors, j'ai pas eu la chance de rencontrer Fernand Deligny, mais j'ai eu la chance effectivement de rencontrer Fernand Houry, et non seulement de le rencontrer, mais qu'il vienne dans ma classe. C'était à l'époque où je travaillais dans une école expérimentale qui s'appelle l'école de la Neuville, dont il était un peu le parrain d'une certaine manière. Et donc, en un an, je suis passé du livre théorique dévoré et puis après me retrouver face à lui, voilà, dans une classe. Donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé et qui reste pour moi un repère dans tous les sens du terme. C'est ça le parcours aussi, votre parcours, c'est fait d'expérience, c'est fait d'expérimentation, de pratique, mais avec aussi de la réflexion un peu théorique que vous ont apprise les anciens? Absolument. Moi, j'ai toujours eu un intérêt intellectuel pour le métier. Je crois que j'ai toujours voulu avoir un discours sur la pédagogie. J'avais un espèce de rêve, quoi, d'être Fernand Houry, comme certains peut-être veulent être joueurs de foot. Voilà, j'ai voulu être joueur de foot aussi à une période, mais après j'ai vite compris que j'avais pas les qualités. J'avais cette envie d'avoir un discours sur l'éducation, de réfléchir. J'ai été quelqu'un dans toute ma carrière où la partie intellectuelle, réflexion, théorique, mais toujours avec le lien avec le terrain, était pour moi essentiel. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi cette photo, parce que je suis en tenue de sport. Je faisais classe, après j'allais courir avec les enfants. Donc j'ai beaucoup d'émotions quand je revois ça. Puis j'ai 20 ans, quoi. C'est vraiment le début de ma carrière. Et là, j'arrive à la fin. Deuxième image, prise au même endroit quelques années plus tard, si je comprends bien. Vous pouvez nous la décrire? Alors oui, c'est toujours une photo qui vient de ma période à l'école de la Neuville. Et là, je suis avec Françoise Dolto, la marraine un peu de cette école. Et donc, j'ai eu la chance de passer du temps avec elle un peu. J'ai un souvenir très précis d'un voyage avec elle où je l'avais raccompagnée à Paris. On avait longtemps discuté de sujets qui quelquefois n'avaient rien à voir avec la pédagogie. Et c'était quand même quelqu'un d'assez exceptionnel, une figure vraiment... J'avais lu pas mal de choses de Françoise Dolto. Je suis pas sûr d'avoir tout compris d'ailleurs, mais j'avais retenu quand même quelques éléments qui m'ont guidé. Et entre autres, j'avais eu l'occasion de l'observer dans certains moments où elle s'adressait à des enfants. Et ça m'a marqué, ça. C'était sa capacité à parler vraiment à des enfants. À se mettre à la hauteur des enfants? Je ne sais pas si c'est se mettre à la hauteur des enfants, mais c'est de les considérer vraiment entièrement, comme des êtres qui méritent notre attention. Ce que vous faites? Oui, je crois que quand je m'adresse à un enfant, je le considère toujours.
Enfin, j'essaye en tout cas. Voilà. On passe aux photos suivantes, elles sont plus actuelles. On va passer à une photo prise dans la cour à la source. On y voit des enfants qui installent des jeux et qui s'apprêtent manifestement à jouer, quoi. C'est ça, c'est la cour de la source. Alors la cour de récréation, pour moi, c'est un lieu essentiel. Il se passe beaucoup de choses dans la cour de récréation, hein. C'est quand même souvent aussi un endroit que les enfants aiment particulièrement. La cour à la source, c'est toute une histoire, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. On fera un épisode spécial, plus en détail. Mais j'adore effectivement me balader dans la cour et observer les enfants jouer. Et puis cette photo, elle m'intéresse parce que c'est aussi le fait qu'on installe régulièrement plein de jeux. Et avec toujours cette idée que si on donne aux enfants des moyens de s'occuper, eh bien c'est aussi quelque chose qui a un impact important sur le climat dans l'établissement. J'ai souvent parlé de ça, je crois, de cette idée de climat, mais me revient en mémoire une phrase, alors l'autre Fernand Deligny, hein, qui m'avait marqué, c'était « Débrouille-toi pour les occuper, t'auras pas à les punir ». Et je pense vraiment que ça fonctionne, c'est-à-dire quand les enfants, on met à leur disposition des espaces adaptés et qu'ils choisissent d'y aller, ça a un impact direct sur leurs relations, sur leur bien-être, voilà. Et donc là, on voit des enfants qui ont la chance, en plus là c'est un jour ensoleillé, voilà, d'avoir des grands jeux un peu partout. Tiens, à propos de jeux, une autre image que vous nous avez amenée, là ce sont deux filles qui n'ont pas le même âge, peut-être 5 et 6 et 8 ans, 9 ans. Non, en réalité, elles sont deux petites qui sont dans la même classe, donc dans elles ont le même âge, une qui est plus grande que l'autre. Ouais, voilà. Elles sont à côté de ce qu'on appelle la source, improprement, puisque c'est le gros caillou qui est dans la cour et que beaucoup d'élèves prennent pour l'origine de la source, ce qui n'est pas le cas. Et elles jouent, elles ont les mains dans la terre, elles discutent, elles sont dans leur monde. Qu'est-ce qu'elle symbolise cette image ? C'est encore la même chose. C'est effectivement, vous avez parlé de leur monde et c'est ça que j'adore moi. C'est quand je vois des enfants qui là ils ont trouvé un bout de craie, ils sont en train de gratter, de faire sûrement une potion ou je ne sais quoi. Le monde entier peut s'écrouler autour d'eux et toutes les deux elles sont dans leur univers. Mais je pense que je m'y retrouve assez dans ces deux enfants en train de jouer dans leur coin. Et le rôle du directeur, le rôle des enseignants, le rôle des adultes là-dedans, est-ce qu'ils doivent rentrer dans ce monde-là ou est-ce qu'ils doivent préserver ce monde-là ? Est-ce que leur rôle, c'est de mettre en place les choses pour que ce monde existe, mais qu'ils ne doivent pas intervenir ? C'est ça l'idée ? Exactement. L'idée, là, c'est de laisser l'opportunité de faire des choses. Vous parliez d'opportunité, alors là, c'est complètement autre chose. Toujours dans la cour, 2 photos, on voit des enfants qui bêchent, qui travaillent la terre. On a l'impression que c'est un atelier organisé, mais en fait, non, c'est pas un atelier organisé. Oui, c'est comment on laisse quelquefois se développer quelque chose. Et cette histoire-là, elle est étrange, puisqu'on a effectivement là les hommes d'entretien. Hein, on a Philippe et Vivi qui sont nos 2 hommes d'entretien, qui s'étaient lancés dans des travaux. Alors ça a commencé au moment de l'automne par l'histoire de ramasser les feuilles, où on a tout un tas d'enfants, alors principalement aussi des enfants avec un certain type de comportement, voilà, qui se sont passionnés simplement pour ramasser les feuilles. Donc ils n'attendaient qu'une chose, c'est sortir de la cantine pour aller voir Philippe et Vivi avec les pelles, avec les râteaux pour ramasser les feuilles. Et puis après ça s'est développé sur aussi aller les aider au moment où ils bêchaient dans des coins, etc. Et tout ça s'est fait dans une anarchie complète, quoi. Ça n'a pas été discuté, ça n'a pas été programmé. J'ai quand même vérifié que Vivi et Philippe étaient OK. Et il s'est passé quelque chose là qui était vraiment très intéressant, voilà. Vous intervenez à quel moment vous le découvrez comment et vous intervenez de quelle manière ? Alors, je le découvre parce que je le vois, j'observe. Et là, en l'occurrence, j'ai laissé faire, mais tout en m'assurant évidemment que voilà, ça ne devenait pas n'importe quoi, parce qu'effectivement, ils ont des pêches, ils ont des bêches, ils ont des râteaux, ils ont des pelles. Et évidemment, j'ai vu aussi avec les hommes d'entretien qu'ils étaient d'accord. Mais je sais que cette activité, pendant plusieurs semaines, pour certains enfants, c'était leur motivation pour venir à l'école. Ils n'attendaient qu'une seule chose, c'est d'aller charrier de la terre avec la brouette. C'était leur passion, quoi. Il y a une conversation qui est dans un podcast précédent qui m'a marqué à propos du jardin d'enfants, l'image de l'endroit où on fait pousser des enfants. En fait, ça, c'est un peu la suite logique. Oui, et puis c'est du vrai travail aussi. C'est comment les enfants, des fois, sont dans des situations où ce que je pourrais appeler, moi, un vrai travail. Voilà. Et on s'aperçoit qu'ils sont capables de concentration, de rester longtemps sur une même activité. Alors, on le sait, je pense à un des enfants qui est dans ce groupe, je ne vais pas citer son nom, mais qui est un enfant qui a des gros problèmes de concentration. Et là, il était capable de rester 1 heure avec sa pelle à ramasser de la terre et ça ne lui posait aucun problème. En classe,
il restait pas 5 minutes. Voilà. Et de toute manière, lui, clairement, il m'a dit souvent, il m'a dit, moi, plus tard, ce que je veux être, c'est être Vivi ou Philippe. Voilà. C'est-à-dire bricoler. C'est comment on met aussi les enfants dans des situations qui sont pas juste intellectuelles ou sportives ou artistiques, ce qui est très important. Mais il y a aussi ça. C'est simplement cette idée d'un travail manuel, agricole, quoi, par exemple. Voilà. Alors justement, en parlant de métier, il y a un truc qui est structurant à la source, quelque chose qui est important. Ce sont les fameux métiers que font les élèves, qu'ils assument au sein de la classe. Et là, on voit des élèves avec des poubelles jaunes, dont vous êtes le spécialiste, si on a bien compris. Ils font métier poubelle jaune, c'est ça? Quelle est l'activité? Alors là, il s'agit d'enfants qui participent à ce qu'on appelle le métier école. C'est un moment qui est réservé à des activités sur l'ensemble de l'école. On a des métiers dans les classes, on a pour l'entretien des classes, on a des métiers à la cantine quand il faut débarrasser ou nettoyer, mais on a aussi le métier école. Et là, on a des enfants de chaque classe qui viennent tous les jeudis matins aider, voilà. Et on a aussi des parents d'ailleurs qui participent à ce métier école. Et là, on a donc des enfants qui s'occupent de toutes les poubelles de tri dans les bureaux et dans les salles des professeurs. Et encore une fois, c'est l'idée de pas être seulement dans le grand discours éducatif, la belle leçon en classe, mais c'est de concrètement mettre les enfants en situation par des gestes de réalisation, en l'occurrence de tri. Et moi, j'ai toujours aimé ça, et moi, je le fais avec eux, toujours avec un grand plaisir. Je porte les poubelles avec eux. C'est aussi un moment d'échanger autrement. Je pense qu'ils me voient autrement, je les vois autrement. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de les voir actifs comme ça. En primaire, ils adorent. Voilà, ramasser les papiers, faire des tâches comme ça qui peuvent sembler rébarbatives, ils sont partants, quoi. Arriver au collège, c'est plus compliqué. Voilà, parce qu'il y a le regard des autres, il y a des choses qui se mettent en place. Mais en primaire, ils sont toujours partants pour... on donne un balai, on donne une pelle et ils sont partis, quoi. Je reviens un tout petit peu en arrière. Vous nous avez amené une photo où on voit les travaux dans la cour de l'école, avec notamment le vieil arbre, l'arbre penché, comme on l'appelait à une certaine époque. Cette photo des travaux dans la cour, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Alors, elle signifie toute une partie de mon métier que j'ai découvert à la source, c'est-à-dire tout ce qui est normalement pas le rôle du directeur, puisque dans la plupart des établissements, tout ce qui est travaux dans les écoles publiques, c'est la mairie souvent qui s'occupe de ça, c'est absolument pas le directeur. Et moi, je me suis retrouvé associé à des grands chantiers, j'en ai vécu un certain nombre, et j'ai trouvé ça passionnant, le contact avec les artisans, avec des architectes, avec un certain nombre de choses, des bureaux de contrôle, tout ça, je connaissais absolument pas. Donc pour moi, ça a été passionnant. Mais dans cette photo, ce qui m'intéressait effectivement, c'est ce fameux arbre penché. Quand on a eu ce projet de refaire tout l'environnement de la cour de récréation, il y avait comme ça des choses, moi je les appelais les reliques. Alors vous êtes un ancien élève, voilà, l'arbre penché pour vous, c'est clair que ça évoque quelque chose. C'était un terrain de jeu, ouais, c'était un endroit très spécifique de la cour. Voilà, et tous les anciens élèves de la source parlent de l'arbre penché. Et la question s'est posée de savoir ce qu'on en faisait. Il était abîmé, pourri de l'intérieur, on avait essayé, voilà. Et puis il fallait qu'on l'enlève parce que l'endroit où il était prévu ne permettait pas d'installer autre chose. Et donc on a décidé de ne pas le démolir complètement, de le prendre en compte, on l'a déplacé, on lui a trouvé un autre espace et voilà, où tranquillement il a fini de pourrir, voilà, il n'existe plus maintenant, mais c'est aussi le symbole de prendre en considération le passé, quoi. Et cette pas être bloqué dans le passé non plus. Exactement, voilà, mais je l'ai senti très fort quand je suis arrivé ici. La source, c'est un lieu avec un passé, avec des traditions, et on déplace pas un arbre penché comme ça, quoi. Voilà, j'ai vite compris ça. Vous avez senti qu'il y avait une légère opposition? Oui, opposition ou questionnement, que vont devenir les pierres, voilà. Donc, on peut changer les choses, mais il faut garder des traces du passé. Voilà, je trouve que c'est une image de cet établissement, quoi. L'image suivante, je vous laisse la décrire. Moi, j'aime bien la photo, je prends pas mal de photos, mais surtout ce que j'aime en photo, c'est voir dans le quotidien des choses un peu particulières. Et là, en l'occurrence, c'est dans la salle des profs, on a les casiers, qui sont des vieux casiers, qui étaient les casiers d'origine construits dans les années 50 sûrement, où on a les noms des professeurs qui sont inscrits. Et chacun a une case en bois avec son nom. Voilà, exactement. Et on a une paire de chaussures de femmes très chic. À talons. À talons, accrochées dans un casier.
Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Et puis, je trouve ça intéressant parce que c'est aussi un peu la part de folie des fois qu'on peut avoir dans l'école, et entre autres aussi le côté un peu festif qui est indispensable entre adultes. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi ces chaussures à talons étaient là. Est-ce que c'était en vue d'un spectacle? Est-ce que c'est parce que c'était pas une période où on avait une fête le soir? Mais ils sont restés plusieurs jours là accrochés dans la salle des profs. Et voilà, ça m'avait fait rire. En fait, c'est un lieu de vie ici, la source. Et c'est un lieu de vie pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Exactement. Voilà. Alors, on passe complètement à autre chose. C'est une photo prise dans la BCD, dans la bibliothèque. Et on voit des enfants qui lisent un peu dans toutes les positions. Certains, on va dire sagement sur des canapés. D'autres lisent, peut-être ils sont plusieurs à lire le même livre. Certains sont carrément à plat ventre sur des coussins et lisent dans des positions un peu acrobatique. Qu'est-ce qu'elle dit, cette photo? D'abord, elle parle d'un espace qui est la bibliothèque, qui a une fonction importante dans l'école. L'idée, c'est de proposer aux enfants, on a parlé de la cour de récréation, on pourrait parler aussi d'un autre espace qui s'appelle la ludosource, où il y a des jeux. Et là, on a un troisième espace qui est celui de la bibliothèque. C'est un lieu qui permet à certains enfants de se poser, voilà, de rentrer un peu aussi dans leur bulle à des moments peut-être, de pas toujours être en réponse à une injonction, à une demande d'un adulte ou d'un copain, puisque c'est un lieu qui est toujours calme, hein, on enlève ses chaussures, évidemment on peut pas courir, on peut pas sauter, etc. Et je me rends compte à quel point c'est important pour certains enfants. On a vraiment des enfants qui sont là tous les jours, qui ont besoin d'être dans cet espace où on leur fiche la paix, parce qu'ils sont tout le temps sollicités, tout le temps dans une journée, et d'avoir un moment et un lieu où on les laisse tranquilles, ils sont libres dans le choix de leur livre, ils sont libres dans leur position. Voilà, donc effectivement, c'est drôle de les voir la tête en bas en train de lire. C'est toujours un lieu très calme. Moi, j'aime beaucoup passer du temps en BCD. À propos de lecture, celle-ci est très différente. Alors on est dans la cage d'escalier du bâtiment historique, celui avec les petites mosaïques par terre. Au pied d'un radiateur, la photo est prise en plongée, et au pied d'un radiateur, il y a un élève qui est accroupi, un peu en position indienne, on va dire, et qui est assis sur ses talons, en fait, qui a la tête baissée et qui lit, collé au radiateur. Il a l'air d'être en t-shirt, il fait sans doute un peu frais. Racontez-nous. Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est un peu comme les chaussures tout à l'heure, c'est quand dans notre quotidien, comme ça, d'un seul coup, on voit une scène un peu étonnante. Parce qu'effectivement, ce garçon, c'est improbable de le voir. Comment il peut lire dans cette position, collé au radiateur, dans ce couloir? Après, c'est pas n'importe quel garçon. Voilà, évidemment, je le connais. C'est un garçon, je sais pas comment on peut le qualifier, de différent, atypique, voilà, particulier. Et c'est la place qu'on laisse aussi à ce type d'enfant dans une institution. On a, nous, une organisation qui fait que l'autonomie et la liberté dépendent un peu du comportement. Donc le principe étant que plus un enfant est responsable, plus un enfant est impliqué, plus il aura de possibilités, d'autorisation de rester dans certains endroits. Or cet enfant, c'est un enfant qui rentrait pas dans notre système. Lui, ça l'intéressait pas du tout d'être responsable, de prendre des responsabilités. Voilà, c'est un enfant à la fois brillantissime, c'est-à-dire il lui suffisait de lever les yeux pour comprendre de quoi il s'agissait, et ça ne l'intéressait pas du tout de s'impliquer dans le collectif. Lui, ce qu'il aimait, c'est lire. Donc du coup, il se retrouvait dans une situation où il n'avait pas toujours accès à des libertés qu'auraient pu avoir les autres. Alors normalement, j'aurais dû intervenir pour l'interdire de rester là, puisque voilà, il n'avait pas à rester dans les couloirs comme ça. Soit il était dehors, soit il était dedans. S'il était dedans, c'est qu'il avait l'autorisation. Or, cet enfant n'avait pas l'autorisation d'être là. Voilà. Il aurait pu aller à la ludosource, par exemple, mais là, sa place, en fait, c'était là. Il a choisi sa place et vous l'avez laissé faire. Voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment donné aussi, j'ai laissé. Voilà, je dis j'ai, mais d'autres adultes auraient pu laisser. C'est-à-dire que il faut aussi, quelquefois, quand on traverse l'école, pas tout voir ou accepter quelquefois aussi de laisser faire. C'est un peu comme au début, quand les enfants faisaient des travaux comme ça de manière spontanée. Il y a des moments où, effectivement, même si normalement on n'aurait pas dû le faire, normalement on aurait dû intervenir, il y a quelques fois où je m'autorise, et je pense que je suis pas le seul à pas reprendre tout, quoi, à laisser quelquefois aussi des zones, je dirais, voilà, comme de l'herbe sauvage qui pousse un peu, si je peux me permettre cette image, voilà. Et ce garçon, je le vois régulièrement. Quelquefois aussi, il y a une relation un peu spécifique qui se crée avec certains enfants. Et moi, j'ai toujours eu
sais pas si c'est une attirance ou une sympathie ou un regard sur ces enfants un peu différents. Parce que j'ai l'impression que la pédagogie qu'on met en place a peut-être une importance considérable pour eux. Voilà, ça fait plus la différence que certains enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont à la source et qui feraient des magnifiques parcours scolaires ailleurs et pour qui la source, je pense que c'est une bonne chose, mais c'est pas déterminant. Mais je pense que pour certains enfants, la source, ça peut être déterminant. Il y a peu de temps, on a accueilli un peu en catastrophe un enfant d'une autre école qui était en grosse souffrance. Bon, il est encore trop tôt pour savoir un peu ce que ça va donner, mais il semblerait quand même que le changement d'école, voilà, il retrouve un peu, il respire de nouveau. Et là, je me dis que oui, peut-être qu'on a été déterminant dans un parcours de vie, ce qui est quand même à la fois une responsabilité et à la fois une satisfaction extrême. La place de la différence, c'est aussi la photo suivante qui est vraiment très sympa. On voit un enfant chez CM1, CM2. Il a un casque, on dirait un casque de chantier sur la tête. En fait, pas sur la tête. Il a une oreille avec le casque et l'autre oreille du casque est sur son œil. Il sourit. Il a l'air espiègle. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce casque? Et racontez-nous un peu cette photo et ce qu'elle signifie. Alors, il y a deux choses. D'abord, moi, ça me fait rire. C'est-à-dire la première chose, c'est qu'il me fait rire cet enfant avec ce casque sur l'œil et l'autre partie sur l'oreille. Donc c'est le côté blague, le côté humour. Moi, c'est très important. Je fais beaucoup d'humour, peut-être trop. Peut-être c'est pas toujours drôle d'ailleurs, mais ça les collègues peut-être pour en parler. Mais la place de l'humour dans l'éducation, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà. C'est dur à introduire l'humour avec les enfants. Oui, ça peut être compliqué. Oui, il y a l'âge qui joue, mais il y a aussi l'habitude. Voilà. Mais je trouve que c'est très drôle de voir à quel âge un enfant comprend l'humour et à quel moment il est toujours au premier degré. Alors après, ce casque, c'est intéressant. Les casques anti-bruit sont apparus dans l'école quand on a accueilli des enfants autistes. Voilà, puisque ça fait partie des outils un peu. Voilà, ce sont souvent des enfants qui sont très sensibles au bruit. Et la source, c'est un endroit où il y a du bruit. Ça bouge beaucoup, ça discute beaucoup. Je pense que c'est peut-être un des défauts de la source, c'est ce niveau de bruit. Ce qui nous a empêché, par exemple, quelquefois d'accueillir des enfants qui avaient des problèmes d'audition. Et ces casques, en réalité, petit à petit, ils s'en sont développés parce qu'on a des enfants qui... je ne sais pas s'ils ont de plus en plus de mal à se concentrer, mais qui éprouvent le besoin, dans le cas de quand ils travaillent individuellement, quelquefois, de s'isoler. Voilà. Et le casque, donc, peut être un outil pour les enfants de se recentrer, de se laisser moins distraire par ce qui se passe autour. Donc, ils sont à disposition dans les classes et certains enfants vont les prendre. Voilà. D'autres ne les prennent jamais. Mais pour certains enfants, effectivement, pour eux, c'est utile. Voilà. La photo que vous avez dans votre téléphone d'une classe qui est très studieuse, qui travaille, que vous avez pris, je crois, cette semaine. Oui, c'était hier. Vous nous la décrivez? C'est une classe de CM2, puisque cette année, j'ai repris la classe un jour par semaine. Et c'est toute la classe qui bosse. Voilà, c'est un moment hyper calme, ils ont un travail à faire et ils sont tous concentrés. Il y a une espèce de silence dans la classe, mais un silence studieux, pas un silence imposé. Et ça, c'est un moment que j'adore. Et quand moi, je ne travaille pas, je l'observe. Je dis toujours qu'un enseignant, en réalité, son travail doit être inversement proportionnel à celui des enfants. Souvent, dans une classe, on peut avoir celui qui travaille le plus, c'est le prof, et ça, c'est pas normal. Voilà, nous, on doit travailler en amont, mais après, ce sont les enfants qui doivent travailler pendant le temps de classe. Et là, c'est ce moment magique, quoi, quand tout le monde bosse, tout le monde est concentré. Ça dure pas toujours très longtemps, mais ça, c'est des moments qui vont me manquer, de voir les enfants au travail. Autre moment qui va vous manquer sans doute, c'est cette image qui vient. Alors il y a des élèves qui lèvent la main, des adultes derrière qui observent. Ils sont réunis autour d'une table, peut-être un débat. Peut-être c'est pas à la source manifestement. Racontez-nous. Alors ça, c'est dans le cadre de débats à visée philosophique qu'on présente maintenant depuis plusieurs années, à peu près tous les 2 ans, à l'UNESCO, dans le cadre des Journées de la philosophie. La prise de parole, c'est quelque chose qu'on retrouve à tous les niveaux, de tout petit, à travers le Quad 9 par exemple, ou les conseils, mais également aussi dans le cadre de débats à visée philosophique, parce que c'est pas, voilà, on va rester modeste, moi je suis pas prof de philo, hein, mais on met en place des protocoles pour que les enfants réfléchissent. Voilà. Et là, on témoigne, hein, c'est aussi le rôle de la source quelquefois. On a la chance d'avoir des conditions qui nous permettent peut-être d'obtenir quelquefois des résultats
toutes les écoles ne peuvent pas obtenir. Hein. Là, les enfants qui sont là, pour la plupart, ils sont arrivés au CP, donc ça fait déjà 5 ou 6 ans qu'ils participent à des temps de conseil. Ils ont l'habitude de prendre la parole, ils ont l'habitude de demander la parole, de rebondir sur ce que dit quelqu'un d'autre. Hein. C'est vraiment le résultat d'une pratique quotidienne. Souvent, les personnes qui observent sont absolument bluffées par la qualité de leur réflexion. Et moi-même, ça fait quand même des années que je pratique les débats. Je suis toujours impressionné par ce que disent les enfants. Je me demande toujours sur certains sujets qu'on aborde, comme la liberté, comme réussir sa vie, enfin des thèmes comme ça. Je me dis, mais comment les enfants peuvent prononcer de telles phrases alors qu'ils n'ont pas l'expérience de la vie, et moi qui arrive à un certain âge, je suis d'accord avec eux, quoi. Ça me fascine de voir leur capacité à réfléchir sur des sujets qui nous sont communs. Ils sont enfants, je suis adulte, ils ont 8 ans, j'ai presque 65 ans, et pourtant, dans ce cadre-là, j'ai l'impression que, je ne sais pas si le mot est juste, qu'on est à égalité, mais que notre pensée est aussi valable la leur que la mienne. Et l'idée, c'est évidemment que ça en fasse des adultes qui sachent débattre, qui sachent réfléchir, qui sachent dialoguer et qui sachent vivre en société finalement. Absolument, c'est comment de faire des citoyens qui sont capables d'écouter ce que disent les autres, et en ce moment on en a vraiment besoin, de débattre et non pas de combattre, de ne pas s'invectiver, d'être capable à la fois de ne pas être d'accord tout en entendant le point de vue de l'autre. Enfin, ça s'apprend, quoi. Là, l'idée, c'est de réfléchir ensemble, c'est pas de créer le boss, quoi. C'est pas qu'il y en ait un qui ait raison et l'autre tort. On est là pour échanger, on est là pour découvrir la pensée de l'autre, quoi. Et oui, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a gardé une dernière image pour la fin. Elle est très la source, je trouve, cette image. Elle est très étonnante. C'est dans une classe, il y a une petite fille de 7-8 ans qui est face à un papou, un chef papou, qui est venu discuter. Racontez-nous un petit peu. Il y a plusieurs choses à dire sur cette image. D'abord, une anecdote. C'est, pour commencer, un jour, j'ai un parent qui me contacte, un peu inquiet. Il me dit, écoutez Yves, mon fils hier soir est rentré et il m'a dit qu'il avait vu un papou à l'école. Ça m'a fait beaucoup rire parce que le père était plus que sceptique. Il se demandait, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Alors je lui ai dit, oui, c'est vrai. Hier, on avait un chef papou dans l'école. Donc ça, c'était la partie drôle un peu de cette situation. Et la genèse de ce projet me semble aussi assez révélateur. C'est un parent d'élève qui connaissait la personne aussi qu'on voit à côté, qui est le traducteur, et qui m'a dit, il y a un chef papou qui actuellement fait une tournée en France pour récolter des dons pour la forêt, etc. Est-ce que vous seriez intéressé par le faire venir? Alors, c'était pas du tout prévu, ça devait s'organiser quelques jours plus tard. Et puis, on s'est dit, oui, on y va, on trouve les solutions. Les enseignants, encore une fois, ils ont une capacité d'adaptation. Ils ont dit, ok, oui, super, on va l'organiser. Et puis, on a eu la chance de vivre ce moment qui restera, je pense, pour les enfants, quelque chose qui est dans un coin de leur tête, cette rencontre avec cette personne qui est venue parler de la forêt, parler de ce qu'il vivait à des milliers de kilomètres de là, quoi. On ne s'est pas posé la question de l'autorisation de ci, de ça. On a tout de suite dit oui, enfin en l'occurrence c'est moi, mais effectivement je dis oui, super. C'est pas oh là là, comment on va faire? Non, mais là j'ai un contrôle de match, j'ai un truc, ouais. Et puis on a ci, puis on a ça, non, on va essayer, quoi. Oui, c'est une super idée, tant mieux, allez, on le fait. Et en fin de compte, je me rends compte que dans toutes ces photos, il y a beaucoup de laisser-faire. Je n'avais pas remarqué quand je l'avais sélectionné. De spontanéité. Ouais. Je me rends compte en faisant le tour qu'il y a beaucoup de choses où j'ai sélectionné des photos où il y avait d'une certaine manière, effectivement, un peu de laisser l'opportunité aux choses d'advenir un peu. De choses qui débordent du cadre. Voilà, qui ne sont pas obligatoirement des choses scolaires. Voilà, j'avais pas remarqué ça en sélectionnant les photos. J'ai une dernière question à vous poser qui m'est venue en regardant la discussion philosophique à l'UNESCO. Votre prédécesseuse à la direction est revenue assez longtemps faire des cafés philo. Oui, absolument. Marie-Josée, c'est elle qui avait introduit dans l'école les débats. Moi, j'ai repris. Voilà, oui, elle est. Vous me voyez venir ou pas du tout? C'est-à-dire, est-ce que je reviendrai? Je ne sais pas. Vous n'avez pas réfléchi à ça encore? Si, enfin, je sais pas exactement. Est-ce que ça sera à la source, est-ce que ça sera ailleurs? Mais
continuer à être en contact avec des enfants, continuer à mettre en place des dispositifs qui permettent aux enfants de réfléchir, de s'exprimer, ça, oui, j'ai envie de continuer. Peut-être que ça sera à la source, peut-être que je reviendrai, voilà. Je pense que ce serait important peut-être de laisser quand même un peu de temps avant que je revienne. Mais avec plaisir, oui, ça, tout ça, c'est des choses que je veux continuer à faire.